Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci énormément de me retrouver pour ce nouvel épisode. Nous avons atteint les 6000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc c'est chouette. Merci énormément. Bienvenue s'il y a des nouveaux. J'espère que le contenu vous plaît. J'ai un petit épisode à tourner dans une atmosphère un peu chaotique. Puisque ça y est, on est dans la saison où on ne voit rien. D'où la lumière artificielle. Peut-être que si je me recule, c'est un peu mieux. Non, pas du tout. Voilà, ma chienne doit aller chez le véto, mon chat doit aller chez le véto. Je dois aller en prison bientôt, puisque au moment où je tourne cet épisode dans l'après-midi, nous avons normalement un technicien qui est censé venir nous installer la fibre. Ça c'est l'idée de départ. Voilà, je m'attends à ne plus du coup avoir internet et à ne plus pouvoir travailler. Mais voilà, donc si vous voyez des faits divers impliquant des aiguilles, Sharp utilisé comme instrument de meurtre contre un technicien fibre, c'est moi. En attendant, j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai une sortie de patron à vous annoncer, des projets en cours, des nouveaux projets assez sympas, et pas mal de petites choses administratives liées à mes patrons ou à ce qui va peut-être arriver sur cette chaîne YouTube si j'ai encore internet et que je n'ai tué personne, ce qui vous l'aurez compris n'est pas gagné. Donc épisode un peu chaotique si je suis interrompue et que vous voyez qu'il y a des coupures à des moments inopportuns, c'est pour ça. Je m'en excuse. J'espère que le fait que mes cheveux ont retrouvé figure humaine compense. Et je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, si quelque chose ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons, les laines, les événements dont je vais parler. Tout ça est en lien dans la description. Je mets aussi les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons et ma page Patreon. Voilà, nous sommes fin novembre, tout va à peu près bien. Et petite annonce avant, je vais garder avec moi mes petites notes pour ne pas oublier des choses. Comme chaque année depuis un moment, le Giftlang 2020 a commencé. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'événement, j'y avais participé l'année dernière et donc j'ai re-signé cette année. Le Giftlang 2020, c'est un grand événement anglophone. C'est un cal géant en fait, où le principe est de tricoter des modèles publiés par des designers indépendants qui se sont inscrits au Giftlang. Donc ça se passe sur un groupe Ravelry, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un grand cal en fait, où voilà, il y a des prix à gagner, il y a des petits jeux, il y a des gens qui partagent des recettes, etc. Si vous suivez Christelle Nioul, je sais jamais où sont les L et où sont les K dans son pseudo, mais qui est une créatrice de patron belge. Elle est très impliquée dans cet événement, elle en est une modératrice, donc vous en avez peut-être entendu parler si vous la suivez. Mais si ce n'est pas le cas, le principe est en 2 temps. Donc en ce moment et jusqu'au 30 novembre au soir, donc c'est des heures américaines, donc c'est jusque la nuit du 30 au 1er, bref, jusqu'à la fin du mois, vous avez moins 25% sur une sélection de patrons, des designers participant à l'événement. Donc je mets le lien vers ma petite collection, donc j'ai sélectionné 20 patrons. Il y a un peu tout, il y a des moufles, il y a des cols, il y a quelques vêtements, voilà.
de différents niveaux, de différentes techniques. Et tous ces patrons sont à moins 25% jusqu'à la fin du mois avec le code du coup Gift Along 2020. Tout est écrit sur Ravelry en haut de la collection quand vous arrivez dessus. Mais voilà. Vous pouvez profiter de la promotion même si vous n'avez pas l'intention de participer à l'événement ensuite, puisque je rappelle l'événement est uniquement anglophone. Mais voilà, j'ai essayé de faire une petite sélection de projets qui seraient intéressants à faire en cadeau, voilà, dans cette saison, des petits projets rapides, faciles, et aussi des modèles qui sont un peu plus populaires pour les rendre un peu plus accessibles. Voilà. Il y a cette année 250 designers inscrits, donc il y a beaucoup de choix, et le principe c'est jusqu'à la fin de l'année, donc après la période de promotion, de tricoter des modèles publiés individuellement par ces designers. Donc dans le groupe Ravelry, il y aura des fils de discussion sur catégorie bonnet, catégorie pull, catégorie moufle, voilà, différentes choses. Et du coup j'ai fait une autre collection Ravelry. Cette fois-ci ce sont des favoris que j'ai mis et j'ai sélectionné un modèle par designer participant. Alors j'ai pas pu mettre tous les designers, mais j'ai fait au mieux. Je crois qu'il y a il y a un peu plus de 100 patrons dans cette collection. Donc en fait ça vous donne une idée de tous les designers qui y participent. Et si un modèle vous plaît dans cette sélection que j'ai faite, vous pouvez aller voir la page Ravelry du designer et voir si son univers vous plaît, peut-être découvrir de nouveaux créateurs et voir ce que eux ils ont mis en promotion, voir si éventuellement quelque chose vous intéresse. Donc c'est à l'international, donc il y a énormément de styles, de choses différentes. Si vous aimez les châles en dentelle, type des dentelles estoniennes, dentelles Shetland, il y en a énormément. Il y a des petits projets amigurumi aussi. Il y a des gens qui font beaucoup de jacquard. Il y a des gens qui font beaucoup de trucs pour la maison, de petits accessoires, tout ça. Énormément de designers talentueux. Donc voilà, n'hésitez pas, je m'arrange mon t-shirt, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. Et si vous le souhaitez, profitez de la promotion et à rejoindre le CAL si vous parlez anglais et que vous voulez y participer. En designer francophone, j'ai vu passer, il y a forcément Christelle Nioul, il y a Malorae cette année aussi, Malorae Designs. Et j'ai pas vu d'autres designers francophones, mais j'ai pas pu suivre poste par poste tous les créateurs. Je réfléchis à ce qu'il n'y a pas quelqu'un du Québec, mais aucun nom ne me vient. Mais voilà, vous pouvez aller voir le bundle de favoris que j'ai fait sur Ravelry pour avoir une idée de qui participe. Et si vous aviez l'œil sur certains de mes patrons et que vous voulez voir s'ils sont dans la promotion, je vous mets aussi le lien vers mes patrons en promotion pour ça. Voilà. beaucoup d'informations. Deuxième petite chose promotionnelle, puisque on est lancé, autant y aller, autant faire la vitrine jusqu'au bout. Je viens de poster un nouveau modèle sur Ravelry et Payip. C'est un nouveau design et c'est le gilet que je porte, qui est le gilet Pineray. Alors, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, donc c'est un gilet à épaules tombantes en DK. Donc on commence par, je vais peut-être l'enlever, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer la construction. C'est une broche mouton. C'est les broches que fait Katie Green Bean, qui a un podcast aussi sur YouTube, qui est quelqu'un de très sympathique et qui fait beaucoup de jolies illustrations, dont des broches ou pins, et j'ai utilisé pour fermer le gilet, puisque c'est un gilet à pans qui ne se ferme pas. On commence par les épaules au dos, donc on monte les mailles pour les épaules, on les avance un petit peu ici sur le côté, on met les mailles en attente, on fait pareil pour l'autre épaule, ensuite on monte des mailles, on rajoute des mailles ici au centre du dos pour en fait raccrocher les deux épaules. Si je le fais comme ça, c'est peut-être plus pratique.
non parce qu'il est trop grand, pour raccrocher les deux épaules. On fait des rangs raccourcis, que vous voyez ici, pour positionner le gilet. Ce sont des rangs raccourcis à l'allemande. Et ensuite, on tricote tout droit, en jersey, puisque donc ça se fait à plat, jusqu'en bas de l'emmanchure. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on relève les mailles pour les devants. Donc là où on avait monté les mailles pour les épaules, on va relever des mailles. On les relève sur l'envers pour avoir la ligne apparente. Donc vous avez en fait comme une fausse couture sur les épaules ici. Peut-être que vous ne voyez pas trop parce qu'il y a les franges après, mais voilà. Et on commence les devants avec en bordure ce point de petite torsade ou côte. En fait, ce sont des mailles croisées qui se font d'un côté puis de l'autre. Voilà. Très simple à faire. Le patron vous donne la manipulation avec aiguille à torsade et sans aiguille à torsade. Voilà. On fait des rangs raccourcis sur les devants aussi, pour former l'épaule. Donc on fait pareil pour les deux devants. Et on tricote jusqu'à rejoindre la hauteur du dos sous l'emmanchure. Ensuite, on accroche les deux devants et le dos et on tricote le corps tout droit. Et tout au long des devants, le nombre de mailles augmente. Donc les devants, en fait, augmentent constamment. C'est un peu compliqué parce qu'il est assez lourd et assez grand. Parce qu'il est très agréable à porter, mais pas à manipuler comme ça. Donc les devants augmentent tout le temps, comme ceci, pour faire en fait des pans vraiment enveloppants des deux côtés. Jusqu'à la longueur voulue. Et là, on arrête d'augmenter pour recourber un petit peu le bas et on fait... on reprend le motif de côte torsadée, comme ceci. D'abord plus haut, puis tout du long du gilet. Voilà. Ensuite, on relève les manches. On fait une petite astuce ici pour pouvoir tricoter les manches en rond depuis l'intérieur. Comme ça, vous avez que à faire des mailles endroits. Et on finit. Ce sont des manches qui sont très larges, qui sont assez longues et qui sont resserrées à la fin et terminées par le même motif de côte torsadée. D'abord espacé à 1 et ensuite tout au long. Et enfin, on relève des mailles le long des devants pour faire un I-cord pour finir la bordure. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, si on veut, on met des franges. Donc on met des petites franges sur la ligne de couture des épaules. Donc le patron vous indique comment créer ces petites franges. On peut les accrocher avec un crochet au tricot. On peut les faire évidemment de longueurs différentes, on peut ne pas les faire. Et en fait voilà, elles s'accrochent tout le long de l'épaule sur les devants. Vous pouvez les mettre dans le dos aussi si ça vous amuse. Voilà, donc la particularité de ce modèle, c'est que c'est un peu le modèle de responsabilisation. Comment dire, c'est un modèle qui, soit vous avez le bon échantillon en rang et vous voulez les mêmes mesures que le prototype, auquel cas tout va bien, vous suivez le patron à la lettre, tout ça. Mais si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, ce qui fatalement arrive et qui est très très courant, ou si vous voulez changer la hauteur, si vous êtes plus grande, plus petite, ou que vous le voulez plus long, je pense que ce serait assez joli si c'était un long gilet, vous savez, mi-cuisse, qui enveloppe bien comme ça, un très très long gilet, je pense que ce serait vraiment chouette. Vous pouvez suivre les instructions dans le patron qui vous indique à chaque fois comment modifier la longueur. Vous voulez modifier la hauteur d'emmanchure, vous voulez modifier la hauteur du corps, il n'y a pas de souci. Comme les devants augmentent tout le temps, votre compte maille ne sera pas juste, sera différent. Mais ce n'est pas grave du tout puisque vous voyez, c'est pas un gilet qui se ferme, c'est un gilet qui est censé se porter comme ça,
enveloppé en cache-cœur. Moi j'avais mis du coup la petite broche pour le fermer, mais c'est pas obligé. Donc au final, le compte-maille au buste, la circonférence du buste n'a pas trop d'importance que ça, puisque eh bien, vous augmentez jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous voulez, et ça n'impacte pas la taille, disons, vraiment du gilet qui est gradé en fonction plutôt du dos. Donc le patron vous dit il faudra avoir tant de mailles pour pouvoir faire la bordure, mais peu importe, voilà, vous augmentez jusqu'à ce que vous voulez. Si vous avez besoin de rajouter de longueur sans augmenter, vous faites comme ça. Voilà, donc le patron vous donne toutes les indications nécessaires pour que vous compreniez comment ça fonctionne et que vous puissiez l'ajuster à vos envies. C'est pas un projet qui est compliqué du tout, c'est juste que il faut, comment dire, si vous avez envie de le modifier, eh bien c'est possible à 1000%. Donc il faut pas hésiter à conceptualiser un peu ce qu'on veut et à bien lire le patron pour trouver les instructions qui se rapportent à ce qu'on veut faire. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est plutôt important pour moi de vous expliquer comment les choses fonctionnent. Et je trouve dommage quand un modèle est si simple que ça, voilà, c'est juste du jersey qu'on met sur l'envers. Quand un modèle est si simple, je trouve dommage de faire comme si vous n'alliez pas potentiellement avoir besoin de changer, de le personnaliser en fait. J'aime pas vous enfermer dans des choses et de prétendre que vous allez forcément avoir le bon échantillon rang, alors que non, ou que vous allez forcément vouloir faire la même longueur que moi, etc. Donc je préfère vous donner les clés et je trouve que sur ce modèle ça s'y prête très bien parce que voilà, il est tout simple, il n'y a pas d'impératif de circonférence, ce qui est assez unique, et du coup ça permet une plus grande liberté. Et voilà, vous avez le petit côté marron avec les franges aussi. Et cette texture en bordure sur toutes les finitions. Que dire de plus? Oui, au niveau, donc vous voyez là des rangs raccourcis. Donc on voit la ligne des rangs raccourcis sur du jersey en vert. C'est un peu une fatalité, c'est comme ça, c'est un des aspects du tricot. C'est un peu ce que je disais dans le dernier épisode aussi, c'est que ça n'a pas à être, ça n'a pas vocation à être parfait. Et des lignes de couture, des lignes de coupe qui se voient, ça fait partie du truc. Donc oui, les rangs raccourcis, là vous voyez, ça fait une ligne dans le dos, vous l'avez aussi sur le devant. Les autres types de rangs raccourcis c'est pire, mais si vraiment ça vous embête et que vous n'avez pas envie de faire ces rangs raccourcis parce que vous trouvez que c'est trop voyant et que vous choisissez de ne pas les faire, montez moins de mailles dans le dos, là, pour rejoindre les deux épaules, enlever un gros quart des mailles pour être sûr que le gilet ne tombe pas. En fait, parce que là, le gilet, vous voyez, il est très ouvert, il est hyper loose, il est hyper... voilà, c'est vraiment le gilet cocooning, maison, hiver, c'est vraiment ce que je voulais, il est hyper confortable, mais du coup, il tient avec les rangs raccourcis. Donc si vous les enlevez, ça risque de pas bien se positionner, donc je vous conseille de resserrer dans le dos si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais à cause de ces rangs raccourcis, c'est à cause de ces rangs raccourcis visibles que ce gilet a ses franges, puisque quand j'étais en train de le tricoter et que je parlais de ça, je parlais des rangs raccourcis qui se voyaient, quelqu'un dans les commentaires m'a dit pourquoi ne pas faire quelque chose dessus, les embellir, mettre une tresse, un high-cord, tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai tout de suite vu des franges. Je me suis dit, ah mais je peux mettre des franges par-dessus, ça ferait un truc un peu cow-boy, tout ça. Et depuis que l'idée m'est venue, je n'imaginais plus le gilet sans. Je ne pouvais pas avoir le gilet sans les franges. Pour moi, c'était
c'est un peu été une évidence après. Et voilà, je trouve ça rigolo. Et je les ai pas trop fait longs parce que je voulais pas que ça gêne que ça me gêne en le portant. En fait, je voulais pas que ça s'accroche partout, que ça fasse n'importe quoi. Donc je les ai fait plutôt courtes et je trouve que ça fonctionne plutôt bien et que le rendu est vraiment sympa. Je trouve hyper chouette comme ça. Ça va vraiment pas avec mon mood jogging Gymshark, c'est vraiment absurde. Mais voilà, c'est vraiment deux styles, deux ambiances. Hein. Là, tout va bien. Là, on est bien. On a les petites boucles d'oreilles, le petit t-shirt, le beau gilet. Et puis après, c'est vraiment ambiance jogging de sport. Mais qui tient chaud. Et il faut parce qu'il commence à faire un peu froid là. On a eu des gelées hier, une belle gelée. Sans prévenir, ce qui est un peu pénible pour les plantes. Mais voilà. Non, ce podcast ne va pas partir dans du jardinage. Après les tribulations capillaires, nous n'allons pas parler plantes. Même si je suis à ça, puisque j'ai réussi à faire pousser un avocatier et que en ce moment, il m'embête, qu'il va falloir que je le rempote. Mais je ne vous en parle pas. Voilà. Restez concentrés, surtout. Le gilet, donc c'est le gilet Pineray parce que ces côtes torsadées, c'est vraiment dommage que la lumière ce soit ignoble, mais voilà, ces côtes torsadées, ça me faisait penser à une forêt de pins, en fait, tout simplement. Et voilà, tout en jersey en vert, donc j'aime beaucoup le jersey en vert. Et donc à chaque fois dans le patron, j'ai fait vraiment... prends vraiment pour des neuneux, puisque à chaque fois dans le patron que j'évoque l'endroit et l'envers, à chaque fois j'écris là où les mailles sont endroit, là où les mailles sont envers, pour éviter la confusion. Donc voilà, le patron est plutôt simple à suivre. Il se tricote, comme je vous l'ai dit, en grosse laine DK et c'est une collaboration avec Sionac Yarns, donc qui est une teinturière francophone installée en Irlande, et donc elle m'avait envoyé il y a un bon moment sa base Doulin qui est un mérino non superwash peigné et il est teint à la noix de Galles. Donc voilà, là vous avez, si je cache la lumière immonde, vous avez à peu près la bonne couleur. C'est un gris, alors c'est moins bleuté que ça, mais c'est un gris très doux. Voilà, la noix de Galles, j'aime bien le gris que ça produit en général. Et donc c'est c'est une base hyper douce qui est vraiment agréable, qui tombe bien. Je vous conseille pour ce projet d'avoir quelque chose qui a du drapé. Parce que c'est immense, et ensuite parce que au niveau des devants, si vous avez un fil qui ne tombe pas, vous risquez d'avoir les bords qui roulent beaucoup trop et qui remontent et qui n'ont pas un bon tombé. Donc il ne faut pas hésiter à prendre quelque chose qui soit un peu plus lourd, donc des fils peignés, ou des bases du BFL par exemple, ce serait une bonne idée, ou des bases avec des mélanges d'alpaga, de soie, pas 100% alpaga, c'est trop risqué parce que c'est trop gros, c'est trop lourd, mais quelque chose qui donne du drapé et qui permettrait au devant de tomber correctement. Voilà. Alors en ce moment, la teinturière Sionac Yarns est en train de fabriquer un humain, donc je ne sais pas si elle a beaucoup de temps pour préparer éventuellement des fils, mais en tout cas je vous conseille d'aller faire un tour dans sa boutique si vous ne la connaissez pas. Donc elle teint des laines avec des plantes, c'est une teinturière naturelle et c'est toujours bien, teinturière naturelle. C'est de la teinture naturelle, elle est naturelle certes, mais parce qu'elle existe, mais elle fait de la teinture naturelle et elle fait de très jolies choses. Elle a des bases très intéressantes, elle a du corridel, elle a des choses très très chouettes et cette base du coup DK est hyper douce, hyper agréable. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, c'est vraiment le gros gilet doudou. La team col V et gilet, j'arrive.
c'est un premier, voilà, c'est une première offrande à la team Colvé. Voilà, la petite armée de gens qui, à chaque fois qu'ils voient un pull avec un col rond, disent « On va l'avoir en Colvé !» Je vous ai compris. C'est un premier truc, prenez-le, et le reste devrait arriver un jour. Si le modèle vous plaît, donc il est disponible sur Ravelry et il y a moins 15% pour la sortie avec le code Pineret. Donc je mettrai tout ça, tous les détails dans la description. Et il est aussi disponible comme d'habitude sur Payhip, sur ma boutique Payhip, où il est à un prix plus bas que vous pouvez modifier si vous avez envie de me soutenir. Voilà. Demain, Nessie, 9h. D'accord, donc le veto, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Elle va bien. Ma petite chienne, si vous ne savez pas, j'ai des chiens, j'ai des chats, c'est un zoo ici. Ma petite chienne, alors j'en ai pas parlé parce que du coup c'était assez stressant. Ma petite chienne a eu une opération assez lourde, elle va bien. Elle s'en est bien remise, mais là, il y a un truc qui nous paraît un peu louche, et on aimerait que le veto vérifie pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas eu une réaction au point de suture ou des choses comme ça. Donc il faut qu'elle aille chez le veto demain. Mais vu qu'elle est toujours égale à elle-même, c'est-à-dire que c'est un gremlin, cette chienne, hein, c'est compliqué comme être, mais a priori elle va bien. Mais voilà. Donc une panique en moins aujourd'hui. Voilà. J'ai fini de blablater. Je vais passer à mes encours et j'ai 3 encours qui me plaisent beaucoup et je suis très contente de vous en parler. Le premier encours, vous vous en doutez peut-être puisque je vous en ai brièvement parlé, c'est un modèle de gilet que je crée en collaboration avec Heidi. Heidi, ça vous énerve? Ça, moi ça m'énerve. Voilà. En collaboration avec Heidi dans leur base Merino soie, dentelle / fingering léger, qui est une base qui est hyper intéressante, fine, qui serait intéressante à travailler en dentelle, en double, dans des châles, des choses comme ça. Je pense à la Helix de la Bien-Aimée. Alors c'est pas tout à fait la même composition, la texture est différente. La Helix de la Bien-Aimée qui a du Gotland dedans a un côté métallique, alors que ici c'est la soie, et du coup c'est pas la même brillance, c'est plus quelque chose de une texture crissante. Je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est très doux, c'est très beau, c'est vraiment un chouette fil. Et on le double avec leur Kid Mohair et soie, qui est tout poilu, tout doux. J'ai regardé le dernier épisode du podcast de By Night hier, qui parlait du coup des bases en mohair. Et complément d'information. C'est marrant. Vous regardez les podcasts, voilà, on peut vous faire un petit chemin de podcasts. Peut-être qu'on peut voir qui regarde qui, et comme ça vous suivez les conversations dans l'ordre. Mais oui, du coup, le mohair, quand il est comme ça, le kit mohair, quand il est comme ça poilu, en fait, vous avez un fil de soie. Parfois, c'est du nylon, mais plus généralement, c'est de la soie, surtout dans les laines teinte main. Vous avez un fil de soie, en fait, et quand c'est filé, les poils de mohair, en fait, il y a le ratio de filage fait que le fil de soie est filé plus vite que les boucles de mohair. Et en fait, le mohair s'enroule autour du fil de soie comme ça, un peu comme les fils bouclettes. C'est un peu le même principe. Vous savez, les fils qui ont des petites textures comme ça, machin. C'est un peu le même principe. Et c'est pour ça que vous avez tous ces fils de mohair pris autour de la soie. Et souvent, après, on les refile avec un autre fil de soie pour emprisonner les poils autant que possible, en fonction de la qualité du kid mohair, c'est-à-dire pas de la qualité de la longueur de ces fibres, ça va tenir plus ou moins. Voilà. C'est comme le cachemire. Et le cachemire et tout ce qui est
tout ce qui est un peu poilu, sauf l'alpaga qui est long de base, donc c'est pas très grave. Mais si les fibres sont courtes, parce que c'est leur nature, ou parce que dans la sélection, on n'a pas enlevé les fibres trop courtes, eh bien elles vont avoir tendance à s'enlever, à se désolidariser du fil, et c'est ce qui va ressortir en bouloche ou dans le fait que au fil du temps, votre tricot en mohair sera moins poilu. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de vous dire ça, mais j'y pensais comme j'ai vu l'épisode de Nathalie où elle explique très très bien, donc By Night, elle explique très très bien les différences, différents emplois des toisons de mohair en fait, voilà, du kid mohair, donc qui est le chevreau, qui est traditionnellement utilisé pour faire ces trucs tout poilus là, ces laines, ces fils brossés en fait, ou au mohair plus classique des chèvres adultes, qui est parfois gardé et filé ensemble avec un autre mélange de laine, ce qui est aussi hyper intéressant. Il y a quelques personnes qui ont un mélange corridel mohair ou mérino mohair, tout ça, et dans ce cadre-là, c'est pas la même technique de filage, mais voilà. C'est un petit ping-pong. Mais je pense que la pauvre Nathalie est débordée et il me semble qu'elle n'a pas trop le temps de regarder, les podcasts en ce moment, je crois, ce qu'elle m'avait dit. Bref, je tricote donc ces deux fils ensemble. Il s'agit du coloris Toscane, qui est un caramel un peu doux, un peu ocre, un caramel ocre, voilà, un peu comme la couleur de mes racines que j'ai ratée. Et je tricote un gilet à pan, encore, avec des panneaux de dentelle. Et donc, c'est un gilet, encore une fois, avec une construction improbable, là aussi. Et ça va être un petit peu le... Comment dire? Ça, c'est la version débutant. Et ça va être la version après. Donc, si vous aimez les deux, c'est très bien, parce que vous pouvez faire celui-ci. Et ça va vous mettre un petit peu dans le bon état d'esprit pour celui-ci. Parce que c'est là aussi une construction qui est assez amusante et qui oblige à ce que je vous donne les clés pour le modifier. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, maintenant qu'il y a un côté du corps et du gilet qui est presque fini, je pense que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. En fait, j'ai commencé par tricoter ce panneau de dentelle, ce très joli point de dentelle qui se fait dans les deux sens, mais qui est très très simple. Ce sont des points et des diminutions simples, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de tricoter 6 mailles ensemble par le bras arrière, quel enfer. Et il y a pas mal de rangs qui sont uniquement des rangs verts ou uniquement des rangs droits, donc c'est très sympa. Donc j'ai tricoté ce panneau de dentelle, qui était le panneau du dos, que j'ai ensuite divisé en deux, ici, hop, pour tricoter un devant droit et un devant gauche jusqu'en bas. Ensuite, j'ai relevé des mailles. Maintenant c'est fermé, donc maintenant c'est pas possible. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. J'ai relevé des mailles, ici, sur le bord, tout du long, en marquant l'emplacement des manches. Donc j'ai mesuré mon emmanchure à partir de la séparation, puisque la séparation c'est la nuque, donc j'ai mesuré mon emmanchure, j'ai placé des petits marqueurs, comme ça je savais exactement combien de mailles relever sur les manches, et ensuite j'ai relevé des mailles, voilà, sur le devant, sur le dos, j'ai tricoté, vous le voyez, j'ai tricoté en jersey avec en bordure des côtes de 2, ici. J'ai fait sur l'épaule un petit peu de rang raccourci, ici, pour courber l'épaule, pour la plaquer un petit peu et faire en sorte que ça s'avance aussi un petit peu. Donc c'est 2-3 rangs raccourcis qui sont faits d'une certaine façon pour pas trop les décaler par rapport au reste du gilet. Mais voilà, il y avait un petit peu de rang raccourci. Et ensuite, on tricote tout droit jusqu'à une certaine mesure, qui est le quart. En fait, si vous regardez, ce qu'on faisait, c'est on faisait ça.
ici, cette portion-là. Donc en fait, le quart du gilet. Donc une fois qu'on a atteint le quart du gilet, on fait un rabat à 3 aiguilles pour faire la fausse couture qui devient le côté du gilet. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il nous reste les mailles des manches en haut qu'on continue en rond, en jersey, tout droit aussi. Je vais aussi faire des manches un peu ballon, elles sont pas aussi larges que celles-là, hein. Et l'épaule est moins tombante. Ah non, non, reste là, voilà. C'est parti. Et on fait donc la manche comme ceci. Je voulais finir la manche la semaine dernière, mais je me suis brûlée, je me suis ébouillantée la... Ça se voit plus maintenant, mais en gros je me suis ébouillantée la main, super. Du coup, j'ai dû passer 3 heures avec la main dans un bol d'eau froide pour faire passer la douleur. Mais j'ai quand même pas mal avancé puisque j'ai fini la manche en fait, et là je vais juste faire des côtes. Donc je vais faire des côtes de 2 en la resserrant un petit peu. Et ensuite, eh bien, je vais refaire la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, faire l'autre côté du gilet. Là, vous voyez un petit peu la forme, et j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment c'est fait. Voilà, donc c'est hyper amusant à faire, c'est un peu stressant à designer parce que j'écris le patron en même temps. Et là aussi, en fait, il faut que j'essaie de vous expliquer la construction qui est assez logique, mais à l'écrit, c'est un peu confus, c'est un peu bizarre à expliquer à l'écrit. Et aussi que je vous explique que comment faire si vous modifiez la longueur, parce que vous pouvez tricoter le panneau de dentelle aussi long que voulu, en fait. Et du coup, vous n'allez pas forcément relever le même nombre de mailles à cette étape-là. Voilà. Vous n'allez pas forcément relever le même nombre de mailles si vous l'avez fait plus long ou si votre échantillon en rang, encore une fois, est différent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué un ratio de relevage. Donc je vous dis, vous relevez 2 mailles sur 3 rangs. Et peu importe combien de mailles ça fait, en fait, on s'en moque, puisque ça va juste être en fonction de la longueur. Et par contre, là, à l'emmanchure, vous relèverez un nombre fixe de mailles pour les manches, comme ça vous avez la bonne taille des manches, mais après la longueur du devant et du dos, donc de la longueur du corps, peu importe, c'est personnalisable. Le devant est légèrement plus court que le dos aussi, un tout petit peu. Du coup, avant de faire le rabat, il faut réajuster, ce qui, en fait, ça fait un petit effet de fronce, alors qui est très léger dans mon cas. Ouais, ça se voit un tout petit peu là, qui est très léger dans mon cas puisque j'ai pas beaucoup de différence, mais si vous voulez faire quelque chose de très très différent, c'est possible, et alors vous aurez vraiment un petit effet de fronce tout simplement à cet endroit-là, pour que le dos en fait courbe et se rapproche des devants harmonieusement. Mais voilà, là aussi c'est aussi quelque chose qui dont je dois donner l'explication sans pouvoir donner de chiffres précis. Donc c'est très simple, hein, c'est juste qu'il faut que j'arrive à bien diviser les instructions, mais c'est assez intéressant à faire. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre des photos. Donc j'ai pris, au début je voulais faire des schémas, un schéma pour chaque étape, mais je me suis dit, déjà c'est plus compliqué, et ensuite ce serait peut-être moins parlant d'avoir un schéma abstrait en noir et blanc où j'allais pas forcément bien représenter la dentelle et des choses comme ça, alors que si vous voyez sur mon prototype, c'est peut-être mieux. Donc il y aura des photos étape par étape de, voilà, je tricote le panneau de dentelle, je tricote les deux là, je mets mes marqueurs, je relève mes mailles, je fais ci, je fais ça, voilà, le rabat, tout ça. Ce sera, tout est photographié. Ou presque, il faut que je prenne une photo de la fin de la manche et ensuite que je prenne quelques photos rapides pour l'autre côté, parce qu'en soi on va faire exactement la même chose. Mais voilà, c'est super amusant à faire, vraiment c'est très rafraîchissant, donc j'espère que ça vous plaira aussi. La dentelle est vraiment très très belle, et alors la laine, j'ai un vrai coup de cœur sur le
Je me fais attaquer par le mohair. J'ai un vrai coup de cœur sur le fil. Le fingering plus mohair poilu, quitte mohair soit poilu, c'est... j'aime bien, mais j'ai envie d'essayer de pousser le truc, d'essayer différentes choses. De voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant en plus. Que ce soit avec des textures, avec une construction ou avec des couleurs. Vous verrez bientôt ce que je veux dire par couleur. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la texture qui me fascine parce que, eh bien, je pense que ça, voilà, ça repose grandement sur le fait que j'utilise cette light fingering, donc ce fil qui a 600 mètres au 100 grammes, qui est beaucoup plus léger qu'une fingering classique. Donc je tricote en 3,75, je crois. Alors il faut que je rebloque mon échantillon en jersey, donc je ne sais pas quel échantillon j'ai. C'est pas grave, j'ai pas encore gradé. Mais je trouve que ça fait quelque chose qui est léger, qui a du drapé, mais qui a quand même une bonne tenue. Parce que du coup, il y a 2 fois la soie. Enfin, il y a plus de soie, vu qu'il y a de la soie dans le fil de base aussi. Et du coup, ça se prête bien à une construction un petit peu fantaisiste comme ça, où il n'y a pas les lignes de coupe traditionnelles qui tiendraient le gilet en place. La dentelle est hyper aérienne et hyper bien définie. Je trouve que ça marche vraiment avec du mohair, cette dentelle-là. Je vous ai déjà expliqué, hein, c'est parce qu'elle a des lignes très claires. Et je trouve que sur la globalité du gilet, en plus, on a cette légèreté et cette tenue qui me plaît beaucoup. Et j'en suis très contente. Du coup, oui, c'est un gilet qui aura un échantillon très probablement sport déca et qui fonctionne vraiment bien avec un fil dentelle et un fil poilu. Je suis pas convaincue de la pertinence de prendre un fil complètement poilu. Vous savez, les fils brossés, type dropser, des choses comme ça. Je suis assez curieuse, mais je pense que ça donnerait un tout autre style. Ça ferait quelque chose de plus gros, pull, bulky, tout ça. Et j'ai du mal à l'imaginer dans ce genre de fil. Donc plutôt des choses qui ont du drapé, qui sont fines et légères. Mais le fait d'avoir le mohair poilu, ça en fait quand même un gilet chaud, donc un gilet plutôt d'hiver. Voilà, que dire de plus? Je pense que je vais faire l'appel au test bientôt, je vais finir ma manche. Et je vais essayer de prendre des photos d'un côté. Et faire l'appel au test. C'est un modèle qui est prévu pour février. Donc voilà, faut que je m'occupe de ça. Faut que je vois avec Heidi comment nous allons nous organiser au final. Mais j'aime bien les côtes à l'horizontale. Bon là c'est pas bloqué, mais j'aime bien ce que ça donne. Voilà. Je voulais dire, j'ai oublié quelque chose. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Voilà. Donc c'est mon cours design du moment, qui est du coup bien plus de la moitié fini. Et qui va bientôt partir en test. Je le rappelle que si vous voulez faire partie de ma liste de testeuses, c'est-à-dire de testeurs ou de testeuses, pardon, c'est-à-dire juste recevoir les appels, hein. En fait vous n'avez pas d'obligation ni quoi que ce soit, mais si vous voulez être au courant des modèles qui cherchent testeurs, eh bien vous pouvez juste m'envoyer votre adresse mail par message sur Instagram ou sur Ravelry comme vous voulez, et je vous ajoute à la liste, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'être sur ma page Patreon. Je mets aussi les appels au test sur ma page Patreon, mais ce n'est pas c'est pas exclusif. Voilà. Pour ce gilet. Il a un nom, ce sera le gilet Palmyre, parce que ça me faisait penser à des palmiers, cette dentelle. Voilà.
C'est tout. Pour une fois, il n'y a pas de... Pour une fois, j'ai deux gilets sans explication, tirés par les cheveux. J'ai deux nouveaux en cours. J'ai deux nouveaux en cours qui ont été montés de manière totalement illégale. C'est deux chaussettes, deux modèles de chaussettes. Je sais pas pourquoi j'avais envie, ça fait longtemps que j'ai pas fait de design de chaussettes et j'ai été prise d'une inspiration soudaine et j'ai monté deux modèles de chaussettes et à chaque fois j'en ai fait une chaussette. J'ai fini une chaussette pour les deux paires. Hop, je vais peut-être prendre un bloqueur parce que sinon c'est très moche. Alors, la première chaussette, c'est une chaussette épaisse, donc que je tricote avec la Too Cool Sock, donc qui est laine à chaussette finlandaise et nylon, laine finlandaise et nylon de Tukuwool. Tukuwool. Et alors c'est pas bloqué, hein, donc c'est immonde. Et je voulais des gros chaussons faits avec ce motif. Et donc ce motif là que j'ai placé en triangle, là, et de l'autre côté au-dessus de, sur la couronne en quelque sorte de la chaussette, et le reste de la chaussette sera en jersey. C'est pas bloqué, c'est pas beau, c'est pas du tout flatteur ce que je fais là. Bref, ce sont des petits motifs de feuilles qui sont faits de manière assez rigolote. En fait, on tire des mailles dans le tissu qu'on a tricoté et ensuite on les rabat et ça fait des petites feuilles qui peuvent être faites de manière plus ou moins grande, plus ou moins en relief. Et donc je rends à César ce qui appartient à César. C'est Jessica Cassigé-Nitz qui m'a montré ce point. On discutait de choses et d'autres sur Instagram et elle m'a envoyé une vidéo avec ce point. On trouvait ça intéressant à utiliser parce qu'en fait on dirait de la broderie, mais c'est fait en tricot en fait, tout simplement pendant qu'on tricote avec nos aiguilles à tricoter. Voilà, il n'y a pas avec la laine qu'on a en cours et c'est pas du tout une pièce rapportée comme de la broderie, mais on dirait un point de feuille broderie. Et on trouvait ça intéressant, éventuellement à utiliser en jacquard aussi, mais moi je le trouvais vraiment joli tel quel et en texture sur des gros chaussons. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi la Too Cool. Alors c'est le coloris Roura, je crois. Oui, Roura, que j'ai acheté chez Laine des Îles. Qui est un espèce de beige, voilà. Et donc la Too Cool Sock, c'est en fait la première fois que j'utilise parce que moi j'aime bien la Too Cool Fingering, même pour des chaussettes. Elle n'a pas de nylon, mais je la trouve assez solide pour des chaussettes, en particulier des chaussettes en jacquard. Vu que en jacquard, vous avez un échantillon dense, vous avez une double épaisseur. Sans nylon, ça me pose moins de problèmes. Et du coup, j'avais pas encore essayé la Too Cool Sock, qui est du coup une vraie laine sport, une vraie laine épaisse. Donc ça fait vraiment des chaussons avec une petite aisance positive. J'ai fait un talon à rang raccourci à l'allemande et le reste du pied est en jersey, tout ça. Donc voilà pour une chaussette. Faut que je la bloque pour que ça ressemble à quelque chose. Mais voilà pour la première idée de chaussons. Voilà. Si j'arrive à m'organiser, ça sortira sans doute cet hiver pour nous réchauffer. Et la deuxième paire de chaussettes que j'ai tricotée, c'est une paire avec du jacquard. Et donc là aussi, il faut bien que je le mette sur le bloqueur parce que sinon c'est ignoble. Et tada! Donc c'est une paire de chaussettes avec ce motif de jacquard en haut. Donc c'est complètement du hasard. C'est-à-dire je me suis amusée à faire des formes un peu n'importe comment sur ma grille, à les remplir de différentes couleurs pour le faire sur le haut de la jambe de la chaussette. Et du coup je ne sais pas comment je vais le grader. Enfin,
je vais reproduire le même motif sur d'autres tailles, mais je pense que les chaussettes en jacquard, là c'est un peu pénible parce que c'est à demi des chaussettes en jacquard. Les chaussettes en jacquard, comme ce n'est pas élastique, elles doivent être gradées un peu spécialement, et généralement on change juste l'échantillon pour avoir des tailles différentes, parce que comme ça tout le monde a le même motif. Là, vu que, comme vous le voyez, le haut de la chaussette est en jacquard, mais tout le reste de la chaussette est en côte 4-1. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 3-1. Pardon. Oui, 3-1. Je ne sais pas. Je sais même plus ce que j'ai fait. Ça fait un peu plus d'une semaine que je les ai tricotés. Donc c'est des côtes 3-1. Voilà, je peux pas garder, je peux pas juste grader par l'échantillon comme si la chaussette était entièrement en jacquard. Donc je pense qu'il y aura 3 tailles et que je referai un motif séparé, donc chaque taille aura sa grille. Mais voilà, du coup, l'avantage de faire le reste en côte, c'est que les chaussettes en côte sont un peu plus faciles à... disons que ça a moins besoin d'être précis en termes de taille, puisque des côtes, voilà, ça se rétracte, ça s'étire, voilà, c'est moins problématique. J'ai fait voilà, en fait, vous avez des côtes sur la jambe. J'aurais peut-être pu faire la jambe un peu plus longue. J'ai fait un talon classique avec le renforcement et le gousset. Et donc sur la portion en jacquard, c'est du jacquard à 3 couleurs, oui. Donc il faut tenir les 3 couleurs en même temps. C'est que 12 rangs. Et surtout, c'est pas... voilà, c'est rien de compliqué. Et j'explique, comme toujours dans mes patrons en jacquard, j'expliquerai bien où mettre quelle couleur, si vous voulez respecter la dominance des couleurs. Mais ouais, ça me fait un peu penser à Mondrian, voilà, ce genre de choses. Mais je les aime beaucoup, je les trouve très chouettes. Et j'ai très envie de les sortir vite, de faire la deuxième pour pouvoir les porter, et de les sortir vite. J'utilise la Mondim de Retro Zaria, que moi j'aime bien, laine à chaussettes. Moi j'ai pas eu de soucis, j'en ai une paire, je l'ai pas mal portée et elle va bien. Il y a un petit endroit sur le talon qui commence à s'affiner, donc je pense que je vais les renforcer. Mais voilà, je suis pas du tout difficile avec mes chaussettes, je les porte pas vraiment dans mes chaussures, donc ça aide. Mais voilà, moi la Mondim me plaît bien. Et voilà pour cette chaussette. Oui, on me demande parfois la différence entre le jacquard et le ferraille. Alors, le ferraille c'est du jacquard. En fait, le jacquard c'est le nom de la technique en français. Ce qui est un peu compliqué parce que le jacquard c'est un métier à tisser en fait, et du coup à la base jacquard c'est un tissu tissé. Vous savez, c'est les tissus qui ont souvent des motifs en surépaisseur, voilà, avec des motifs un peu complexes, parfois en couleur, parfois en différentes textures, des choses comme ça. Donc à la base le jacquard c'est tissé, mais par extension on a aussi appelé les tissus tricotés avec motif jacquard. C'est le nom de la technique. Alors, il y a certaines personnes qui incluent tous les types de couleurs dans le terme jacquard, que ce soit le jacquard à fil, donc celui-là, celui qui est classique, disons, où vous tenez plusieurs fils le long du rang, voilà, qui en anglais s'appelle stranded color work, donc le jeu de couleurs à fil, parce qu'on fait passer les fils. L'intarsia, l'intarsia, c'est une technique qui consiste à faire qui est plus pratique quand on veut faire un bloc de couleurs sans avoir à faire des motifs tout le rang, en fait, voilà, soit différents blocs de couleurs, soit juste vraiment un motif à un endroit. Ça se fait généralement à plat. On peut le faire en rond avec un système de rang raccourci, c'est pénible, mais ça se fait. Et la mosaïque, qui sont des mailles glissées. Voilà, j'ai entendu des gens dire jacquard pour les 3. Mais quand on veut vraiment dire intarsia ou mosaïque, en général on précise intarsia ou mosaïque. Donc quand on vous dit jacquard, généralement on entend la technique avec les fils qu'on fait passer, voilà, la technique traditionnelle.
enfin l'autre aussi est traditionnelle, mais ce que je veux dire c'est la technique la plus commune, disons. Le ferraille, c'est une île dans les îles Shetland, c'est une des îles Shetland, où s'est développé un style particulier de jacquard, en fait. Donc c'est vraiment un style, c'est la même technique, c'est la même façon de faire, c'est juste que ça a un look, des couleurs, des motifs, des façons de faire précises. Qui sont très très différentes des jacquards type scandinave, type islandais ou les lituaniens, tout ça. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Vous regardez des moufles norvégiennes et vous regardez un modèle de Mary Wallin, vous voyez bien que ça ne se ressemble pas en termes de style. La technique est la même, mais il y a une confusion, souvent d'ailleurs en anglais, les gens ont tendance à dire ferraille pour tous les types de jacquard. Ce qui plaît pas beaucoup aux gens de ferraille, et ce qui peut se comprendre, c'est parce que le ferraille a vraiment une identité culturelle particulière. C'est une AOP, quoi. c'est comme quand on vient vous ramener, voilà, c'est comme si on venait vous dire que tout le vin blanc pétillant c'est du champagne, ou tout le vin rouge c'est du Bordeaux. Voilà, c'est un peu le même truc. Qu'est-ce qui fait que le ferraille est ferraille? Alors il y a plein de règles. C'est plus des règles après coup, en fait, en constatant les caractéristiques des tricots traditionnels. Donc généralement, le ferraille n'utilise que 2 couleurs par rang. Voilà, donc tout ce qui est pull islandais avec les yokes en lopi, parfois il y a 3 couleurs, il y a souvent 3 couleurs à un moment, c'est pas bon. Les moufles lettonnes hyper travaillées, souvent avec des choses florales, avec 3 couleurs aussi, c'est pas bon. Souvent c'est des motifs horizontaux, des petits motifs, des bandes de motifs horizontaux qui se succèdent. C'est très typique. Et du coup, c'est assez différent de ce qui se fait en Scandinavie. C'est des petits motifs avec des changements de couleur très fréquents. En fait, il y a un ferraille traditionnel, quand il regarde les vieux pulls qui datent de Mathusalem, il n'y a pas de croisement de fil parce que l'espace où on doit sauter une couleur ne dépasse jamais 6 ou 7 mailles. Voilà, donc c'est des petits motifs avec des changements de couleur fréquents. Ces changements de couleur sont en plus, alors quelque chose que j'ai un peu du mal à conceptualiser, mais si j'ai bien compris, la façon dont sont faits les motifs, le changement de couleur, ça fait des diagonales, comme ça. C'est pour ça que souvent, dans les ferrailles, il y a des motifs en croix, parce que le moment où on passe d'une couleur à l'autre, ben là, sur un rang, il va être à cet endroit, sur le rang d'après, il va être là, puis là, puis là, puis là, et pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'on a souvent une symétrie, et ce qui rend les tricots très équilibrés, en fait. Il n'y a pas d'endroits où les croisements de fils sont plus lâches par rapport à l'autre côté. En fait, ça fait des tricots qui sont qui sont plus solides, qui se tiennent, qui ont une meilleure structure parce qu'il y a cet équilibre très millimétré. Il y a des choses, quand on regarde en détail ce qu'elles disent, c'est vraiment c'est très mathématique, hein, les choses à respecter. Et en parlant de symétrie, il y a aussi souvent une symétrie de couleurs. C'est-à-dire que vous avez des dégradés, notamment sur les couleurs de fond, qui sont placés de façon symétrique. Par exemple, votre couleur de fond, elle va aller du bleu clair au bleu foncé. Vous allez avoir une coupure. Souvent, il y a une couleur contrastante forte, là, genre un jaune pétard, un orange, un rouge. Et après cette ligne, vous allez faire la même chose qu'en bas, mais dans l'autre sens. Donc cette fois, vous allez aller du bleu foncé au bleu clair. Là, il y a des jeux de symétrie comme ça. Voilà, c'est souvent en rond, le ferraille, quasi tout le temps en rond. Voilà, c'est un peu ce qui fait l'identité stylistique d'un ferraille. Voilà, en gros, s'il y a des bandes horizontales, qu'on n'utilise que 2 couleurs à la fois, même s'il y a plein de couleurs qui font des dégradés,
on est plus proche du style de Fair Isle. Évidemment, c'est pas tout blanc tout noir, hein, surtout que forcément les cultures se mélangent, il y a des inspirations, tout ça. Il y a des gens qui mélangent les styles scandinaves et le style Fair Isle. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés du style Fair Isle mais qui respectent pas vraiment c'est pas des règles, c'est des règles après coup, c'est des constats de comment est-ce qu'ils sont traditionnellement faits, comment est-ce que les motifs ont été faits. Donc c'est voilà, c'est des catégories, disons, mais c'est pas vraiment voilà, c'est pas strict. C'est juste que c'est un style qui est particulier, qui est très visible, qui est très reconnaissable visuellement. Du coup, effectivement, c'est dommage quand on voit un pull en lopi ou une moufle selbou de dire que c'est du Fair Isle, alors que c'est vraiment pas du tout le même look en fait. Voilà. C'est ça. Mais la technique est la même, c'est juste une question de style. Tout simplement. C'est comme, voilà, vous avez des dentelles Shetland, vous avez de la dentelle estonienne, vous avez les... Pour revenir sur le jacquard, vous avez une technique en Estonie qui... J'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Je vais en faire beaucoup parce que j'attends de pied ferme un modèle que j'ai repéré depuis longtemps et j'ai la laine et tout, qui consiste, en fait, c'est vous avez les mailles glissées sur l'extérieur, en fait, on dirait de la broderie. C'est une technique estonienne et j'ai oublié. Voilà, tout simplement. La différence entre le Fair Isle et le jacquard. Après, voilà, en français, on dit jacquard plus communément. J'ai vu des gens dire Fair Isle alors que c'était pas du Fair Isle, mais c'est moins problématique qu'en anglais où vraiment les gens ont tendance à dire Fair Isle pour tout, y compris pour de l'intarsia. Donc voilà, je comprends que les gens qui habitent Fair Isle, les gens qui sont de Shetland, qui sont très attachés à cette tradition, et inversement, voilà, les gens les Norvégiens ou les Islandais qui ont vraiment quelque chose qui leur est culturellement spécifique aussi, je veux comprendre que quand on met tout dans le même panier, ouais, c'est bon, ouais, c'est de la couleur, vous faites la même chose. Je comprends que, voilà, peut-être que si ça doit être francophone, la comparaison avec le champagne, ça va vous parler. Le nombre de fois où j'étais en Roumanie du coup avec mon copain et sa famille et ses amis et on m'a donné un verre de je ne sais quoi en me disant ah c'est du champagne, il vient de France. Je dis oui, bah j'espère bien, oui. Oui, il faut mieux. Voilà, c'est un peu le même truc, c'est des AOP. Voilà. Tout ça pour une chaussette. J'ai fini avec mes encours, ça fait 1 heure que je parle, en fait je vais pas du tout plus vite. Mais bon, vu que la chienne, c'est bon, la chienne, on l'amènera demain, on verra. Mais en fait j'ai presque fini. J'ai presque fini puisque j'ai fini avec mes encours tricot et je voulais juste vous montrer où j'en étais de mes petits ornements de Noël en bargello. Donc le bargello, de la broderie avec un point lancé, disons. Où je m'amuse à faire des petits ornements de Noël. Donc j'ai fait le lot d'ornements pour mon copain et sa famille qui est normalement parti en colis. Donc j'ai encore à faire les miens. Donc j'ai découpé tout ce que j'avais brodé. Ça c'est l'envers. Donc j'ai découpé tout ce que j'avais brodé. Donc j'ai ceux qui sont en carré plein et donc là c'était très facile à découper sur le canevas. C'est du canevas plastique et de la laine qui est brodée par-dessus. Hein. Voilà, en formant ces motifs. Donc là les carrés c'était assez simple à découper en suivant le canevas. Par contre ceux qui avaient cette forme, quel enfer. C'était compliqué parce qu'il fallait... voilà, faut surtout pas couper là où la laine est accrochée. Mais du coup fallait faire tous les petits escaliers comme ça là. Voilà, c'est un peu compliqué. Surtout que vous voyez du coup, j'ai pas bien coupé à ras parce que j'avais trop peur de pas bien faire. Et du coup, il y a les petites... chaque fois, il y a les petites irrégularités du plastique. Mais je m'en suis sortie. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à les... Donc à chaque fois, il y a un endroit et un envers. Et en fait, on les colle ensemble.
et on vient les attacher en brodant un fil pour accrocher les deux extrémités. On fait une petite boucle en haut pour accrocher l'ornement et une petite boucle en bas où on accroche des petits pendants en laiton que j'ai pris. Donc j'ai fini ce pour mon copain, donc je vais vous insérer ici une petite vidéo pour vous les montrer finis. Normalement je peux parler par-dessus. Mais voilà, j'ai fini un lot, j'ai plus qu'à finir les miens. C'est assez long à finir, mais j'ai le temps de le faire. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à avoir un sapin, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai plus qu'à finir les miens aussi. Je suis très contente, c'est beaucoup plus joli que ce que je pensais, très honnêtement. Bon, c'est un peu l'effet quand on travaille sur quelque chose pendant des semaines et des semaines. Au bout d'un moment, on se dit mais ça ressemble à rien, je ne veux plus le faire. Et au final, une fois fini, une fois qu'on voit plus l'envers tout moche, que surtout les petits pendants en laiton sont accrochés, ça rend vraiment bien, c'est chouette. Et donc j'ai envoyé une photo à mon copain qui les aime beaucoup. Et donc j'espère que son paquet arrivera sain et sauf. Surtout qu'il y a tous mes cadeaux de Noël dedans, donc voilà, ce serait bien. Et je finirai les miens le moment voulu. Voilà. C'est tout du coup. Alors, normalement la petite vidéo elle est finie. C'est tout pour tout ce que j'ai fait de mes petites... Enfin non, mais voilà, tout ce que je voulais vous montrer de mes petites mains. Et j'ai deux petites choses à vous annoncer pour la fin de cet épisode. La première, c'est que j'ai mis en vente certains de mes prototypes sur Instagram, dans mes prototypes de mes modèles que je ne porte pas parce que je peux pas tout porter. J'ai des gens qui étaient surpris, qui m'ont demandé mais pourquoi tu les vends, tu les portes pas? Non, je ne porte pas les 3 tricots que je finis par mois. Non, je suis une petite personne, à moins de mettre 4 paires de chaussettes, et j'en mets déjà 2, hein, mais je pourrais en mettre 4, un t-shirt tricoté, plus un pull tricoté, plus le gilet tricoté par-dessus, plus porter l'écharpe, le bonnet et les moufles à la maison. Non, je n'arrive pas à porter tout ce que je tricote. C'est pas grave, hein, aussi ça fait partie de... c'est mon métier étant de tricoter, je ne fais pas forcément toujours des choses que je vais porter, pas dans le sens où c'est pas mon style, parce que si c'était pas mon style je ferais pas, mais parfois c'est pas dans mon quotidien, j'ai pas forcément l'occasion de porter telle ou telle chose. Voilà, je donne beaucoup de ce que je tricote, mais au bout d'un moment, j'ai pas... les autres personnes commencent à être surchargées aussi. Du coup, je me suis dit c'est un peu dommage et je préférerais que ces tricots soient utilisés, des gens qui n'avaient pas forcément l'occasion, le temps ou la possibilité de les tricoter eux-mêmes ou pour faire des cadeaux éventuellement. Donc il me reste quelques prototypes, il y a des chaussettes, il y a des moufles, il y a des bonnets, il y a 2-3 pulls aussi, je sais plus s'il reste des châles. Bref, c'est sur ma page Instagram, j'ai mis les stories à la une des modèles qui me restent à vendre. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'acheter un petit tricot, voilà, tous les détails sont dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram et je vous donnerai des précisions dessus. Mais voilà, petite annonce et je vais finir l'épisode avec ça. J'ai envie d'essayer, c'est une tentative, de faire un vlogmas. Alors, ceci, souvenez-vous du début de l'épisode, à la condition que j'ai internet, que je ne sois pas en prison pour avoir tué le type. Faut que je dise à mon père de cacher les couteaux. Mais encore une fois, voilà, il me reste mes aiguilles. Donc, tiens. Vous croyez que je peux tuer quelqu'un avec ça? Je sais pas si vous voyez, en fait, mes boucles d'oreilles, elles sont pointues. Vous croyez que je peux y arriver? Bref. Si
si tout va bien, si je n'ai pas implosé d'ici là, j'ai envie d'essayer de faire des petites vidéos vlog pour décembre. Alors ce sera pas des vidéos où je parle. Vous savez, j'ai fait deux vidéos que j'ai appelées des vidéos pauses, où c'est des vidéos juste avec une petite musique, juste où je vous montre des tricots, d'ambiance, où j'embête mes chiens, voilà, des vidéos comme ça. C'est des petites vidéos tranquilles j'aime beaucoup les faire, ça m'apaise. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça pour Noël. Pour le mois de décembre, du coup tout le mois de décembre, pas juste Noël, hein, les fêtes, tout ça, la fin de l'année, la fin de cette année. Et j'ai envie d'essayer de faire ça. Donc voilà, ce serait des vidéos très courtes, moins de 10 minutes. Et je les ferai tous les 2 jours par contre. Donc du 1er au 31 décembre, du 1er au 1er janvier du coup. Si je fais par 2 jours, on sera 1-2 décembre ensemble, 3, 4, 5, 6, voilà. Une vidéo tous les 2 jours, qui sera une vidéo courte, où je ne parle pas, donc comme ça marche pour tout le monde. J'ai pas besoin de faire une version anglaise et une version française, et vous n'avez pas à lire des sous-titres. Et oui, donc une petite vidéo tranquille, où je vous montre ce que je tricote, ce qu'on cuisine, m'énerver aux jeux vidéo, tout ça. Ouais, je sais pas si ça vous intéresse. Moi, j'ai bien envie de faire ça. Je promets pas d'y arriver, hein, parce que voilà, ce sera des vidéos assez tranquilles si j'ai pas besoin de parler et de les faire dans les 2 langues. Mais voilà, j'ai envie de faire ça. Ça va être un mois de décembre un peu spécial. Malheureusement, mon copain et moi, on ne pourra pas être ensemble. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on est ensemble qu'on ne passe pas les fêtes ensemble, parce que le Covid. Et du coup, j'ai un peu envie d'avoir quelque chose qui me... Voilà, je sais pas, qui me motive pendant le mois de décembre, qui m'apporte un petit peu de tranquillité et de joie. Et je me dis que de faire des petites vidéos zen avec une musique sympa et des vidéos stupides de mes chiens, ça peut m'amuser. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que ça risque d'arriver pendant le mois de décembre. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est tout pour cet épisode. Vous avez vu mes cheveux c'est bon. J'arrête, promis, j'ai fini. Alors c'est pas un peu raté parce que là ça se voit pas. Je sais pas pourquoi ça ne se voit pas du tout à la caméra, mais le haut de mes cheveux est très doré et très caramel, alors que le bas est plus marron, chocolat. Et du coup, bah, ça fait bizarre. Ceci dit, je pense que quand je vais me laver les cheveux, ça risque de se rapprocher. Là, ça risque de se rapprocher de là. Je sais pas pourquoi c'est si doré. Mais bref. Et aucune de ces couleurs ne ressemble à ma couleur naturelle qui est plus cendrée. Mais je pense que ça fera pas une si grande différence. J'espère. Parce que si je me retrouve avec 3 couleurs différentes sur le crâne, ça va m'énerver. Et je vais juste tout enlever. Mais voilà. Donc, couleur humaine. De nouveau, tout va bien. Tout va bien. Et c'est tout pour cet épisode. Du coup, je vous retrouve pour les petits vlogs de décembre. Je ferai encore un épisode de podcast début décembre. J'ai des petites choses à vous montrer tout début décembre, mais voilà, sinon il y aura les petits vlogs si ça vous amuse, et sinon vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!